Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur ces antennes pour vous parler de la métaphysique, de la spiritualité, du décryptage des mystères de la vie. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Baumé, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment ou qui viennent de s'installer pour nous suivre. Et aussi, on dit bonsoir ou bonjour lorsque l'émission sera sur YouTube. Oui. Voilà, à tous ceux qui sont abonnés à Le Monde Inconnu TV. Voilà, notre chaîne sur YouTube. Voilà. Nous allons proposer la première partie de la chronique à nos téléspectateurs qui nous parle du cadavre et son côté mystique. Le cadavre et son côté mystique. Permettez-nous de nous attarder encore sur le chapitre « Maladies occultes » pour qu'au cours de cette édition nous puissions rentrer une fois de plus dans le monde invisible et vous promener dans le monde des morts. Un monde où très souvent les choses se passent clairement sous nos yeux, mais sans que visuellement nous soyons à même de prendre connaissance d'un moindre de ces aspects. Nous parlons là du monde des cadavres. Car pour nous, le cadavre est juste un corps inerte couché devant nous, et rien de plus. Pourtant, si c'est aussi simple que cela, pourquoi fait-il peur? Or, on ne peut plus embrasser ce corps n'importe comment. Pour le toucher, on met les gants, étant donné que la mort y est installée. Mais au fait, qu'est-ce qui fait donc peur véritablement, la mort ou simplement le cadavre? Eh bien, soulignons que le défunt, toutefois entré dans le monde des morts, sa nature vibratoire change de fréquence d'onde radionique. La peur en question ne saurait être un fait psychologique, mais un fait manifesté sous le prisme, de cause à effet, qui cache les méandres d'un épiphénomène que seuls les initiés peuvent mieux appréhender les tenants et aboutissants. Ils sont les seuls qui, devant un corps inerte, couché devant tout le monde, y voient la quasi-totalité des faits et manifestations qui s'y dégagent. Ils savent que tout n'est que vibration. Pour déceler tout ce qui s'y passe, ils vont se mettre à vibrer eux-mêmes au même diapason. Ceci va leur permettre de pénétrer en profondeur l'axe vibratoire manifesté, afin d'être en face de la mystique des faits qui relèvent de la différence entre les vibrations lorsque cette personne vivait encore d'il y a un instant et celles qui sont là présentes, dès que cette personne soit devenue cadavre. C'est-à-dire, dès que, son souffle de vie, l'ait quitté. Il faut noter qu'il y a cadavre et cadavre. Nous devons remarquer que de notre vivant, nous sommes différents les uns les autres, et que même morts, nos corps rendus cadavres, vibrent différemment, obéissant à cette logique. Et nous assistons souvent à des situations du genre, un cadavre qui pleure, un cadavre qui refuse le cercueil, ou un autre, dans un cercueil, refuse d'aller vers une direction, un lieu d'enterrement précis, etc. Dans ce dernier cas, la cause étant le fait de n'avoir pas voulu respecter les consignes relevant de la dernière volonté du défunt. Oui. C'est autant des situations que la plupart des personnes d'entre nous assistent lors des obsèques. Le phénomène de la mort touche l'homme en tant qu'une personne faisant partie du règne animal au même titre que toute existence du même règne. Son corps peut servir de viande dans l'alimentation telle que cela se passe régulièrement avec la viande des bêtes. Il faut souligner que la différence entre le cadavre d'une personne et celui d'une bête se situe sur le prisme des pouvoirs que chaque personne développe au cours de son existence à travers l'accroissement ou non de son ego, contrairement de ce que fait la bête. Notons un fait macabre relevant du pouvoir mystique du cadavre, celui-ci va dans le sens des faits expérimentés, après la mise dans la tombe par exemple d'un cadavre, homme, chien, crapaud, etc. Il est recommandé de ne pas le sortir de cet endroit pour une raison ou une autre, au risque de s'exposer à un violent empoisonnement inimaginable.
le cadavre en question finira par s'imprégner des radiations néfastes, occultement destructrices. Les effets de ces radiations se traduiront sous une forme d'un quelconque poison. Très souvent, pour exhumer un cadavre, on doit se doter de produits susceptibles de neutraliser les effets de ces types de radiations au risque de mettre sa vie en danger. Les méfaits provoqués par l'attaque de ces radiations commencent sur la peau sous forme de l'urticaire, voire une éruption cutanée très grave avec pour finalité une putréfaction purulente susceptible à tuer si la victime n'ait pu bénéficier des soins adéquats, qui en règle générale doivent être associés à l'occulte. Le cas de le souligner, le cadavre d'une personne morte d'accident obéit à traitement spécial. Pour ne pas mettre son foyer ou toute la grande famille en danger du genre, les tuberculoses osseuses, pulmonaires et bien d'autres maladies que les hôpitaux ne peuvent soigner, ici, il y a des rites mystiques à faire. Résultat, la banalisation de la mort dans le monde dit moderne suscite la modernisation de la malédiction, c'est-à-dire, le fait de ne point croire à ce genre de fait. D'ailleurs, jusqu'à une certaine date, il était interdit aux jeunes enfants de s'exposer à un cadavre, on disait que cela lui suscitait la malchance. Vrai ou faux, ce qui est vrai est que beaucoup de personnes se plaignent de la malchance de nos jours sans pouvoir en déceler la cause. Le cadavre, professeur Herman Neglipote, est un corps inerte, couché le plus souvent devant nous comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait si peur. Est-ce que autour de ce cadavre, il y aura des choses que seuls les initiés peuvent percevoir? Bon, disons que dans le monde moderne, le corps d'un cadavre, par exemple, si on est en faculté de médecine, c'est un objet de science qui peut servir à disséquer, à faire tout ce qu'on veut avec, oui, comme si c'était un morceau de bois ou bien un chien ou quoi, c'est pas moi. Mais là, c'est un autre domaine. Et chaque domaine a ses réalités. C'est comme les militaires qui sont appelés à aller tuer les gens, qui font la guerre, ne sont pas des métriers, ne sont pas des personnages à prendre à la légère. Ils sont dans une mission qui permet de se donner la mort peut-être pour sauver un grand nombre de gens. Donc c'est un travail très délicat et même, on dirait, des personnes qui ont certains privilèges. Alors maintenant, le cadavre pris dans son contexte naturel, parce que on ne vit pas pour aller vers les personnes qui vont faire leur science sur soi. Où on n'a pas créé les gens pour que, quand on parlait du créationnisme, que ça soit des personnages des laboratoires qui s'occupent de leurs cadavres. Et si on prend le cadavre dans le contexte d'un être humain qui a vécu une vie et qui doit mourir et attendre le dernier jugement comme cela c'est dit dans les églises, ça n'est une chose. Mais de point de vue métaphysique, une personne morte, la dépouille représente quelque chose de sacré. On peut, dans les traditions anciennes, s'approprier de certaines parties de cette dépouille. Certaines parties, ça peut être des os, oui, qui vont servir pour aider à ce que la progéniture de la personne ou bien la communauté puisse avoir un apport quelque peu nécessaire pour cette communauté. C'est comme il y a certains cadavres même des bêtes, du moins le caïman a une pierre
que lorsqu'on réussit à voir ça, ça peut servir pour la voyance. Mais c'est à l'intérieur de son corps, c'est pas quelque chose qu'on va... Alors donc, la mort n'est pas quelque chose comme une fin en soi, c'est quelque chose comme un début d'une situation, d'un phénomène, une renaissance, et quelque peu des phénomènes liés au corps qui est couché et qui sont, c'est-à-dire, ces vibrations sont à prendre au sérieux. Mais si c'est que on pense que le cadavre c'est un déchet, comme on peut dire que si quelqu'un meurt, on peut le laisser là, le chien le prend. Et les chiens se mettent sur son corps, font de ça ce qu'ils veulent. Ça ressemble un peu comme quelque chose qui va dans le sens à se poser des questions. Pourquoi enterre-t-on les gens à certains endroits et qu'on se voit obligé de les déterrer pour les enterrer là où ils se devaient? Entre guillemets, c'est-à-dire, un président de la République meurt à l'étranger, on l'enterre là-bas, et on demande à ce qu'on déplace son corps pour que ça se retrouve dans son pays. Bon, pourquoi toutes ces gymnastiques si le cadavre n'a pas de sens? Donc, le cadavre, c'est quelque chose de sacré qu'il ne faut pas banaliser, sauf si on en a une raison bien valable pour le faire. Voilà. Professeur Herman Yaglipote, avant, il était interdit aux jeunes enfants de regarder les cadavres. Mais aujourd'hui, tout ceci est banalisé. Alors, est-ce qu'on est exposé ou alors les enfants qui regardent les corps aujourd'hui sont exposés à, je vais dire quoi, à une sorte de malchance? Bon, nous quand on était petits, on nous enfermait lorsqu'il y avait un corps. Mais il faut dire aussi que c'était un contexte. Le contexte là était tel que dans certains villages, lorsqu'il y avait un décès, personne n'allait au champ. Personne n'avait le droit de célébrer une fête, ne fût-ce qu'un mariage qui était déjà préprogrammé avant. On attendait que la personne soit enterrée peut-être 3 jours après que cela ne se passe. Il y avait à l'époque des phénomènes tels que aller au champ et cueillir certaines feuilles de certaines plantes comme le feuille de manioc. Oui. Il se passait une situation comme si un esprit venait à frapper la personne qui se permettait ce luxe. Donc, actuellement, vous savez, quand on parlait de contexte, c'est-à-dire le monde a évolué de façon à ce que les cités se sont créées. Parce qu'il n'existait pas de cités avant. Dans le monde entier, les cités se créent au fur et à mesure, les traditions s'embrasent et se confondent dans les coutumes des uns et des autres, et aussi des idées importées, pour ne pas dire des idées exportées, c'est-à-dire un certain type d'enseignement de la vie qui défend une certaine hégémonie et certaines normes, vont dans le sens à ce que on ne sait pas pourquoi aujourd'hui il y a plus de calamités, plus de misère, plus de famine, plus de guerres. Pour un monde qui se veut moderne ou qui se veut, qui est en train de penser se moderniser ou se penser
que le modernisme devrait être de notre monde, que nous ne sommes plus des primitifs, mais il est étonnant que on s'embourbe. Alors donc, est-ce que parce que tout ce qui est de sacré ou qui est resté sacré jusqu'à une certaine date, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Donc, les enfants ne voyaient pas des cadavres, les raisons étaient multiples. Il n'y a que quand même les grandes personnes voient les cadavres, pour que l'image là vous quitte, ça peut prendre du temps. Vous avez l'impression que vous revivez cette image chaque nuit et ça peut aller même jusqu'au cauchemar. Alors, est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas un certain rapport entre l'état d'esprit de tout un chacun, sa psychologie et tout, par rapport à ce que est chacun de nos vies, dans son entourage, dans son environnement, susceptible de nous affecter, peut-être pas négativement, mais un certain questionnement peut aller dans le sens de dire pourquoi cette personne décède avant tel âge, ou bien pourquoi cette personne décède de telle manière. Des questions se posent, mais ça peut se poser hors du cadre de la dépouille. Ça en est une chose, mais lorsque on voit la personne couchée, cela marque tout le monde qui est en train de... C'est vrai que c'est devenu quelque chose de banal aujourd'hui. Bon, quand je dis banal, c'est qu'il y a des gens qui se précipitent, qui ont besoin de voir le corps pour se rassurer que la personne est véritablement morte avant d'aller boire sa bière. Bon, moi je pense que cette banalisation-là fait à ce qu'on ne prend pas conscience sur le pourquoi sommes-nous ici bas. Et que représente cette période précise de la vie d'un individu avec qui on est tout le temps ensemble, par exemple, et qui à ces moments précis, cette personne n'est plus capable de s'élever et elle est morte. Oui. Voilà. Mais professeur Herman Yaglipod, si on expose son enfant par ignorance, comment on peut faire pour, je ne sais pas, est-ce qu'on doit faire des rites sur l'enfant pour que cet enfant ne soit pas affecté plus tard? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont l'habitude de laisser les enfants se balader autour des cadavres, et même des cadavres étrangers. Bon, je ne pense pas que je puisse donner une recette sur le fait des enfants qui sont exposés aux cadavres loin. Simplement parce que ces enfants voient les cadavres dans leur visionnage quand ils regardent la télé. Oui. Ils voient tout genre de cadavres. Ils voient le cadavre d'un film qui n'a pas eu pourtant un cadavre, mais que, en quelque sorte, c'est des scénarios qui fait à ce qu'on dise que l'acteur est mort ou bien et une des personnes de ce film se serait donné la mort ou on l'aurait tué à l'arme. Donc quand je parle de contexte, on est dans un autre contexte où les enfants ne prennent pas conscience de la chose qu'elles voient différemment de ce qu'ils peuvent voir dans les films. Ou alors, c'est vrai, quand il y a un accident et qu'il y a des images qui sont choquantes, on refuse que les enfants ne regardent pas ça.
Et il y a aussi certains films qu'on met la mention interdit au moins de 12 ans. Oui, Bon. professeur. Bon, maintenant, si l'enfant est choqué par ce qu'il a vu, Oui. c'est à ses parents de veiller à ce que cela soit su. Alors, ça peut être un enfant qui parle, qui dit qu'il fait des cauchemars. Oui. C'est à partir de ces cauchemars-là qu'on peut chercher à savoir le rapport qu'il y a entre ses rêves et l'image qui est derrière ces rêves. Si cette image, c'est une image qui provient du fait des vibrations nées du contact ou le fait d'avoir été en contact avec une dépouille. Voilà. Professeur Emmanuel Glipote, de notre vivant, nous sommes différents les uns des autres. Et même lorsqu'on meurt, c'est pareil. Pourquoi ça doit rester pareil? On n'est plus dans ce monde. On est dans un autre monde où on se dit les choses doivent être différentes. Il y a des gens qui sont tellement mauvais de leur vivant que lorsqu'ils décèdent, ils continuent à nuire. Leur enterrement cause encore plus de dégâts. Comment comprendre cela? Bon, alors, tout est vibratoire. Lorsque on peut parler de fantômes, ou que cela soit vrai, par exemple, une personne décède et on rencontre cette personne dans les boîtes de nuit, de temps en temps, il y a eu des cas comme ça ici dans la ville de Douala, nous sommes au Cameroun, la capitale économique du Cameroun, où nous, quand on était enfants, on avait la possibilité de vivre des scènes, on ne peut pas appeler ça des revenants, mais des personnes qui étaient repérées comme décédées, mais qui étaient nuitamment en contact avec, les gens étaient en contact avec ces gens. Bon, mais pas comme en tant que cadavre, mais en tant qu'entité qui se retrouvait dans ces milieux d'ambiance au même moment et au même titre que tout le monde. Bon, maintenant, comment on faisait pour, lorsqu'on constatait que ces gens-là sortaient de leur tombe, et là on peut parler des fantômes, c'est là où on a commencé à afficher des images, des photos ou bien sculpter l'image de la personne décédée sur, comme on met souvent les croix ou bien sur un dispositif surélevé de la tombe, et ça faisait en sorte que le défunt ne sortait plus de sa tombe. C'est comme pour dire souvent, c'est comme pour approuver ce qui se dit souvent, que les morts ne sont pas morts. Bon, mais là c'est un autre volet qui est un peu, disons, pas hors sujet par rapport au sujet du cadavre, qui est de la chronique principale de ce soir, comme une autre réflexion à mener, parce que là nous ne parlons pas de cadavres, mais nous parlons des personnes décédées qui prennent leur double éthérique et se mettent à travailler avec comme si ces personnes vivaient encore. Le cadavre, quant à lui, c'est quelqu'un qui est couché, inerte. C'est un corps qui, on peut dire, la mission de l'âme étant accomplie, à la limite de l'existence qu'il y a eu, d'un certain nombre d'années qui étaient assignées à cette mission, abandonne le corps au profit de sa régénérescence
à sa reconstitution qui s'est fait dans le cadre du contact que ce corps aura avec la terre. Donc, on dit souvent, nous venons de la poussière, nous retournons à la poussière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc que, pour revenir à ta question, que ce corps-là devienne manifestement nuisible. Bon, c'est ce que j'ai dit donc tout à l'heure, que là, c'est un autre volet de recherche qui voudrait qu'on voie au niveau des différentes dimensions de la constitution occulte du corps humain. Quelle est la dimension qui prend de l'emprise sur les existants, comme si le mort n'était pas mort. Voilà. Professeur, il y a des enterrements qui se passent bien, vraiment tellement bien. Maintenant, il y en a d'autres, il y a des accidents, il y a que des fois on ne respecte pas la dernière volonté du défunt. Pourquoi cela? Bon, alors, je reviens un peu, c'est un sujet, le sujet de cadavre, là, c'est un sujet assez complexe parce que là, nous sommes dans l'imaginaire de la population, de l'homme lambda. Un mort est un mort. Mais pourquoi on a alors peur de mort? Bon. Pourquoi certaines personnes pleurent? On voit les larmes couler. D'autres refusent de fermer les yeux. On fait tout, les yeux vont s'ouvrir. On a l'impression que la personne est en train de vouloir s'élever. Alors, c'est ce qui fait dire que nous ne vivons pas pareil et nous ne pouvons pas mourir pareil. Bon. Si une personne peut revenir de temps en temps, dans la nuit, surveiller son épouse, de façon à ce qu'à un moment donné, sa femme commence à avoir peur de dormir seule, et que cela soit prouvé jusqu'à ce qu'on soit obligé de mener des actions occultes pour que cela s'arrête. Ça veut dire donc qu'on a raison d'avoir peur du cadavre. D'accord. Bon, même si je parlais du contexte, certaines situations qui sont anciennes, qui sont d'un autre contexte, restent présentes aujourd'hui dans notre environnement, au point où certaines choses se disent d'aucuns qui ne vivent pas des expériences par rapport à ces choses et estiment que c'est du n'importe quoi. Le cadavre doit être entretenu de façon à ce que, bon, on dit son âme repose en paix, mais l'âme n'est plus là. Qu'il repose en paix, bon, que le corps repose en paix. Que la relation entre son passé, qui est le passé du corps qui n'est plus dans le corps, parce que lorsqu'on parle de la constitution occultée du corps de l'homme, il y a le corps physique qui sera enterré, et le doublet éthérique ne sera pas enterré, hein? L'âme ne sera pas enterrée, pour parler simple, l'esprit ne sera pas enterré. C'est vrai, l'esprit va, une partie de l'esprit, parce que l'esprit anime le corps physique et anime le corps subtil. Une partie de l'esprit sera en train d'animer l'entrée dans la tombe du corps physique, mais l'autre devra animer aussi l'âme et les différentes dimensions du corps occulte de la personne décédée. Donc, c'est toute une autre étude qu'il faille engager pour pouvoir mieux faire comprendre le phénomène décès, cadavre, dépouille et tout cela.
D'accord. Nous allons vous proposer la deuxième partie de la chronique, la métaphysique de la mort, concept, rôle et lamentation. La métaphysique de la mort, concepts, rôle et lamentation. La question de la mort concerne tout ce qui existe, tant du monde minéral, végétal qu'animal. Oui, la mort nous concerne tous, hommes, femmes, enfants et même les bébés. Elle éprouve plus d'une personne, si bien que dans les lieux de deuil, ensemble les gens se mettent dans un grand brouhaha de lamentation. Puis en cortège, ils se rendent à la catacombe, tous vêtus de noir. Ils vont jusqu'à envahir les cimetières avec des pleurs et des fois avec des fleurs. Parce que la mort nous concerne tous, c'est pour cela que depuis la nuit des temps, les lieux de deuil se veulent sacrés. Cependant, de nos jours, la dépravation régnant en maître, ces lieux profanés sont tombés dans la perversion. Les esprits étant corrompus, nous n'arrivons pas à comprendre que la mort nous interpelle pour plus de sérieux, afin de quitter des simples concepts du genre « c'est Dieu qui donne et c'est toujours lui qui reprend ». Un tel concept nous laisse pantois, abasourdis, parce qu'il ne permet pas d'utiliser l'être intérieur à plus d'inspiration en vue de communier avec la puissance divine. Pourtant, il faut qu'il y ait une telle communion afin de connaître pourquoi nous naissons, vivons, mourons. Autrement dit, savoir d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là et où allons-nous après la mort. Une grande réflexion qui nous permet de déceler la raison ou le but de notre existence qui englobe en même temps la vie et la mort. Nous ne le dirions jamais assez, il n'y a pas de vie sans la mort, parce que c'est dans la mort qu'existe également la vie. Ceci étant, il s'agit d'un phénomène qui voudrait que nous nous donnions à fond à rechercher le pourquoi des choses dans sa dimension sublime, en utilisant la technique de la méditation évolutive et transcendantale. Rien à voir avec la prière, quand bien même qu'il s'agisse de la prière force. Le but étant de demander à ce que le ciel nous permette par les canaux de la révélation la grâce d'avoir à nos côtés et pour toujours le guide spirituel qu'il nous faut. Tout en étant une énigme pour tous, la mort nous amène à transcender tous les aspects de la vie dans toute sa dualité. Elle nous facilite la compréhension des tenants et aboutissants des cycles de vie rythmés par un mécanisme vibratoire impulsant de manière cyclique l'évolution chez un ensemble de personnes, d'une part, et d'autre part, chez un individu précis concernant son évolution divine personnelle. Eh bien, nous n'avons qu'à cesser de nous focaliser sur des concepts matérialistes qui se confondent dans un manque de distinguo entre le spirituel et le négatif. Professeur Herman Neglipot, comment déceler la raison ou le but de notre existence qui englobe en même temps la vie et la mort? Bon, disons que à ce niveau, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Ouais, parce que la vie est cyclique. On ne meurt pas, on change de vie. Bon, maintenant, comment expliquer qu'il y a des cadavres, on dit qu'il n'y a pas de mort? C'est ça le fond de l'étude initiatique qui concerne le couloir que prend le mort, c'est-à-dire la personne décédée, et ce que nous on vit, c'est-à-dire ce que nous vivons comme expérience sous nos yeux. Quand on voit la personne couchée, on est convaincu que inéluctablement cette personne ne vit plus. Bon, est-ce que cette personne ne vit plus dans notre monde ou bien dans notre environnement? Parce que la mort d'une personne entraîne la naissance de facto
d'une autre personne, de la même personne ailleurs. C'est-à-dire, pendant qu'on pleure, peut-être de la mort d'une personne à Douala, la même personne, donc, entre guillemets, parce que là nous prenons pour personne, c'est-à-dire pour ce qui est de vrai en nous, c'est notre être intérieur. Pendant ce temps, notre être intérieur intègre une autre vie ailleurs. Alors là où il y a une difficulté, comme tout à l'heure, il fallait qu'on spécifie le fait que tout le monde ne vivant pas de la même manière, nous ne pouvons donc pas mourir de la même manière, c'est-à-dire nous ne pouvons pas mourir et bénéficier de la mort les mêmes atouts de changement de vie instantané. Parce que le corps qui est déposé dans un trou, donc qui est enterré, peut se reconstituer et se faire réhabiter par une âme. Donc on parlait de sosie. Parfois, il y a des enfants dans la famille, ils ressemblaient à leur arrière-grand-père, ou bien à leur arrière-grand-mère, ou bien à leur grand-mère, qu'ils n'ont pas connu et qui étaient mortes depuis. Mais on voit le gestuel, le timbre vocal, la taille, la forme physique, tout est identique. Alors, ça veut dire que le cadavre est déposé quelque part dans le côté physique de l'arrière-grand-mère, est revenu et peut-être avec la même personne intérieure, l'être intérieur, pour poursuivre sa mission. La réincarnation? Oui, c'est-à-dire il réincarne avec le même corps. Et pour poursuivre sa mission avec ce corps-là, parce que ce corps-là, son âme en a besoin pour pouvoir accomplir la mission qu'il faut accomplir. Il faut absolument que ça soit le même corps. Bon, donc, il y a des cas où, quand on meurt, on ne revient plus d'aussitôt. C'est des cas des alcooliques, des cas des personnes qui, au cours de leur vie, ont passé leur temps à poser des actes immondes, ont passé leur temps à détruire les humains. Peut-être qu'ils avaient des très hautes responsabilités dans la société humaine, ont organisé des guerres qui n'avaient pas de sens et qui doivent mourir, leur âme rentre dans l'au-delà, souffre de se purifier pour pouvoir reculer et retourner sur la terre, pour renaître encore à nouveau. Alors ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a aussi les âmes des personnages d'un très haut niveau, on parle de Jésus et tout, dont tout le monde attend la venue. Alors, pour le peu que cette personne ait existé, les personnages de cette catégorie, de cette classe-là, ne peuvent revenir que si les conditions sont réunies pour la poursuite de leur mission. Parce que c'est des entités d'un très haut niveau de spiritualité, des initiés d'un très haut niveau, qui ne peuvent plus revenir dans le même environnement, retomber dans les mêmes travers. Donc, la mort, c'est une chose, parce que là, nous parlons du cadavre pour la première partie de la chronique. La deuxième partie de la chronique, nous parlons de la mort. Et là, nous disons, il faut chercher par des voies d'initiation. Il est demandé à ce que chaque personne
essaie de se poser la question d'où je viens, pourquoi suis-je là et où irai-je après ici. Donc, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là et où irons-nous après. Donc, c'est ça qui permet de mettre les bases sur le connais-toi toi-même. C'est-à-dire, tu dois chercher à connaître qui tu es. Afin de connaître l'univers. Voilà, afin de savoir, parce que il y a Dieu qui se cache en toi. Hein? Il y a Dieu, Dieu c'est toi, Dieu c'est l'autre, Dieu, nous sommes des petits dieux, des dieux parcellaires. Hein? Oui. Et là, nous ne sommes pas dans le monde pour se contenter d'y être. Nous devons mettre dans la tête que nous sommes dans le monde, non pour faire corps avec le monde, mais pour accomplir des missions. Et ces missions sont plus spirituelles que des vulgaires histoires de survie qui nous emballent souvent et qui fait en sorte que nous sommes exposés à toutes sortes de maladies. Hein, et surtout des maladies occultes, parce que 90% ou 99% de nos maladies sont d'abord psychiques, occultes, avant que ça ne soit des maladies physiques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une emprise sur nous-mêmes, nous ne savons pas qui sommes-nous, nous ne vivons pas comme si nous étions des entités spirituelles qui devraient avoir un comportement spirituel. Nous vivons comme des animaux, des bêtes, parce que la dimension d'animosité qui nous accompagne ne nous lâche pas, puisque nous-mêmes, nous ne tenons pas à ce que ça nous lâche. Voilà. Professeur Hermaniel Lipote, la mort concerne tout le monde et, comme vous disiez tout à l'heure, les lieux de deuil se veulent sacrés. Mais comment faire entrer ceci dans l'esprit des jeunes? Bon, en faisant une émission comme celle-ci, parce que je ne pense pas que tous ceux qui nous écoutent sont de vieilles personnes. Hein? Ah non, il y a des gens qui sont très très jeunes et qui m'agacent souvent avec des questions après l'émission. Oui, beaucoup. Hein? Bon. Ils m'appellent, ils me posent encore d'autres questions, encore et encore. Surtout lorsque le côté métaphysique prend le dessus dans les explications. Bon, si je parle des choses terre à terre qu'on connaît au quartier et que tout le monde sait, bon, on se dit, ah, d'aucuns pensent même que l'émission n'était pas intéressante parce qu'il n'y a rien de... Le fond n'était pas métaphysique. Bon, alors, je parie que les médias ont un rôle à jouer. Et les gens s'intéressent à la spiritualité. La seule chose qui reste à faire aujourd'hui, c'est de savoir faire la distinction entre le spirituel et la spiritualité. La spiritualité, c'est un chemin qui permet à l'homme qui désire se découvrir, qui voudrait bien découvrir sa divinité. Parce que le côté divin de notre corps, de notre être, c'est la vie. Et c'est la vie parce que la vie ne meurt pas. C'est pourquoi on a dit dans la mort, on rencontre la vie et dans la vie, on rencontre la mort. Bon, la vie ne meurt pas. La vie quitte le corps pour continuer à vivre. D'accord. Alors, donc, le côté spirituel est ce qu'on se vante en disant je suis un homme spirituel, mais la spiritualité, elle c'est le chemin. Et ce chemin, nous avons fait des travaux longuement au cours de cette émission. On a parlé de la méditation qui devrait servir de véhicule
afin de permettre à la personne qui voudrait avoir de l'emprise sur sa divinité, d'emprunter ce chemin par le voie de la contemplation, par le voie de la visualisation, par les voies de la concentration, qui permettent à ce que cette personne débouche à la connaissance du monde supérieur. Voilà, et c'est ce qui n'est pas évident à vouloir faire des confusions dans le sens où on va prier, où on va faire quoi, je ne sais pas. Voilà. Ok. Nous allons prendre la réflexion et l'évocation.
Un commentaire? Bon, alors là, c'est un corps d'une personne qui est donné des consignes qui n'ont pas été respectées. Comme pour dire que lorsque vous vivez avec des gens, ils vous disent par exemple, ne me mettez pas dans un cercueil quand on veut mourir. Bon, dites-le lui directement qu'on va te mettre dans le cercueil. Discutez de cette histoire jusqu'à ce que ça quitte dans sa tête. La personne dit ne me mettez pas dans la morgue. Quand je vais mourir, discutez avec la personne jusqu'à ce que cela quitte sa tête. Ne faites pas, il y a des gens qui ne veulent pas aller, ils n'aimeraient pas qu'on l'enterre dans son village. Ne dites pas que, veux ou pas, on va t'enterrer dans ton village. Sans que cela ne soit discuté de son vivant. Et dire seulement que, bon, on verra lui qui, hein, qu'on va l'enterrer aussi là. Bon, il a peut-être de chez lui en ville et il décide qu'on doit demander l'autorisation. D'ailleurs, qu'il ait même peut-être apprêté son caveau. Et que un beau matin, les gens qui veulent habiter cette maison n'aimeraient pas avoir un cadavre, quelqu'un enterré dans cette maison, alors que c'est sa propriété. Et décide donc de l'amener très loin de là et l'enterrer. Alors, des circonstances du genre peuvent amener même des morts d'hommes. Il y a eu des cas où on amène quelqu'un comme ça, c'est tout un cas, tout un bus qui fait l'accident, les gens meurent parce que les membres de la famille se sont entêtés. Et souvent, c'est les gens de la famille même qui meurent, c'est même pas les étrangers. On dit qu'ils meurent avec des gens. Donc, nous avons donc assisté à ça. Cette vidéo-là nous rappelle donc ce genre de prise de position qui peut aller dans tous les sens ou bien qui peut provoquer n'importe quelle situation, même jusqu'aux accidents. Voilà. À présent, la page pratique. « 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard, demain 2 milliards, en 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain, il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier la France. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce que on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population, et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3000, 4000, 5000 kilomètres venir en minorité et nous développer? Il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire.
Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Donc l'Afrique, si on prend, bon, j'aurais pu prendre le temps de le dire, si on regarde les densités de population en Afrique, nous sommes encore en deçà de la moyenne. Sauf le Nigeria, qui est même dans une moyenne par rapport à certains grands pays comme le Pakistan ou l'Inde ou le Bangladesh. Donc non, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous prenez les critères de classification des pays dans le monde, avec les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ce sont des pays comme le Sénégal, qui sont relativement pauvres. Le critère démographique joue un rôle tellement important que si vous êtes au-dessus de 75 millions d'habitants, quel que soit votre niveau de pauvreté, on ne peut pas vous classer dans la catégorie des pays les moins avancés. C'est le cas du Bangladesh, par exemple, qui aurait le même niveau de vie équivalent au Sénégal. Mais puisque c'est une puissance démographique qui a plus de 75 millions d'habitants, on voit le potentiel démographique qui est totalement antinomique avec l'idée d'un PMA. Et ceux qui font ce classement le savent. Donc, il faut que l'Afrique sorte de ce paradigme. Il nous faut une transition démographique pour qu'en 2050, on ait nos 2,5 milliards d'habitants et qu'on domine ce monde. C'est possible. Professeur Herman Yaglipote, un mot par rapport à cet élément? Bon, alors on a toujours promis aux téléspectateurs ou à ceux qui nous suivent dans cette émission que la page pratique va dans tous les sens. Va dans tous les sens, pourquoi? Parce que nous devons faire davantage réfléchir les Africains, parce qu'en fait, nous devons aussi défendre une hégémonie. L'Afrique doit construire une hégémonie. Elle doit se dire qu'elle est dotée des personnes qui ont des cerveaux et pas des personnes qui ont des bouches, comme il vient de dire. Et si nous avons des cerveaux, nous devons construire notre environnement et notre monde à nous, pour que le monde qui est devenu un village planétaire, nous soyons au rendez-vous avec un mot à dire, qu'on cesse d'être des personnes qui se présentent comme des sous-hommes. Voilà, donc nous avons
intérêt à comprendre que la bataille de la colonisation et de la néocolonisation reste là, mais on est en train de la vaincre. Sous peu de temps, nous ne serons plus néocolonisés. Restons sérieux. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va prendre le SOS téléspectateur. Alors, nous avons ce message de Fidèle Chiwampi à Bafoussam par Bamungum. On dit dans les morgues que certains corps sortent des chambres froides pour se retrouver à terre. Vrai ou faux, professeur Emmanuel Lipote? Vrai. Comment expliquer ce phénomène? C'est les morguiers qui peuvent nous expliquer ces phénomènes. Il y a des morguiers qui vivent des situations qui sont telles que s'ils se mettent à expliquer ça, à parler ça au public, au grand public comme ça là, on va croire qu'ils racontent des histoires parce qu'il est morgué, alors qu'ils ne racontent pas les histoires, il explique ce qu'il vit. Donc les morts dans les morgues ne sont pas, du moins être morgué n'est pas les croque-morts comme on les appelle. Ce n'est pas un métier des enfants. Voilà, c'est des métiers des gars qui sont prêts à affronter certaines situations. Bon, tu peux croire que la personne n'était pas décédée, pourtant, elle est décédée. Parce que souvent, c'est des décès de plusieurs semaines. Hein. Oui. Ouais. Mais comme ça, est-ce qu'il faut avoir peur, il faut fouetter le cadavre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il y en a des morgués qui bagarrent avec des cadavres. Il y en a, c'est-à-dire qu'il est prêt, il doit comprendre qu'il est dans un environnement où il y a tout dedans, donc il faut qu'il soit prêt à tout. Voilà. C'est même un bon exemple que les téléspectateurs là donnent en sa question, parce qu'en fait sa question ne traduit qu'un exemple, c'est comme un apport. D'accord. Voilà. Alors, il y a ce téléspectateur qui a besoin d'un rituel pour avoir la chance. Bon, le rituel pour avoir la chance, il faut d'abord savoir s'il n'a pas la chance. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de chance encore, alors qu'il a la chance. Bon. Maintenant, s'il pense qu'il n'a pas de chance, c'est là où on dit souvent qu'il faut faire une recherche métaphysique, qu'on appelle voyance ou qu'on appelle ça comment, qui permet de savoir sur quelle base alors on va faire la recette. Hein? Parce que c'est très facile de faire des recettes à l'emporte-pièce, mais il faut bien savoir l'impact de la situation au cas par cas et coller les recettes à chaque cas. Voilà, pas des recettes pour des recettes. Bon, sinon, moi, je pense que c'est pas comme ça que ça devrait se faire, pour faire sérieux, quoi. Le professeur Emmanuel Lipote, on recommande souvent aux gens de se laver avec le sel de mer. Est-ce que c'est bien? On peut se laver même avec le sel de cuisine, ça dépend, parce que si tu sais comment on consacre le sel, si tu as le rituel de consécration du sel, en consacrant un sel, quel que soit le sel, on peut se laver de ça, ça vous purifie. On peut se laver des citrons. Il y a des plantes qui sont à mélanger avec du citron, hein, les macépos et tout. On peut se laver. Mais maintenant, on se lave pour faire quoi? Parce que c'est comme... Parce que peut-être on a un examen à passer, on a un rendez-vous d'embauche. Bon, maintenant, si on prend donc le sel, il faut savoir les propriétés du sel par rapport à l'examen. C'est pourquoi il y a plusieurs sortes de sel. D'accord. Hein?
Bon, il n'y a pas que les sels qu'on connaît, il y a les sels qui ont des couleurs jaune, vert, rouge, je ne sais pas quoi, et des dérivés qui viennent de certains coins Des parfums. du monde. Non, des même encens. pas, disons pas forcément des parfums, puisque nous parlons du sel, il y a des points d'eau qui a prélevé les sels là pour les cours d'eau qui sont salés. Oui. Vous n'avez pas le même sel que vous pouvez avoir dans un autre cours d'eau. Bon, donc il y a plusieurs sortes de sels et ces sels-là ont des propriétés appropriées et très très diverses ou alors différentes. D'accord. Il faut donc savoir pourquoi tu te laves avec tel sel au lieu de te laver avec tel autre. Voilà. Ok. La richesse est un choix ou une destinée. C'est Aimé depuis Yaoundé qui nous envoie ce La message. richesse ou La richesse est un choix ou une destinée. Ça dépend de ce qu'on entend par richesse. Parce que si on a pour richesse la richesse matérielle, alors qu'est-ce qu'on dirait de l'autre qui a une richesse intellectuelle? Qu'est-ce qu'on dirait pour l'autre qui a une richesse de convivialité, de gérer des situations dans la société, ça, dans la famille, dans les assemblées? Hein. Il a tellement d'atouts qui lui permet de faire taire des conflits et tout. Et ça, c'est une richesse. La richesse n'est pas forcément de l'argent. Encore que l'argent fait le bonheur. Sans argent, je ne crois pas que on serait en train de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais l'argent n'est pas quelque chose que quand on a ça, allez, on est à l'abri des problèmes. Non, on peut avoir d'autres problèmes. L'argent n'achète pas la santé. Non. Voilà, l'argent n'achète pas l'amitié. Non. L'argent n'achète pas la famille. Non. Voilà, donc l'argent a ses limites. Okay. Alors, donc la richesse, quand on parle des richesses dans notre monde d'aujourd'hui, on voit de l'argent. Voilà. Alors moi, je dis souvent aux gens, l'argent est la chose la plus facile à gagner. Mais sauf que l'idée qui conduit à l'argent est la chose la plus difficile à avoir. Il faut une idée virus pour pouvoir avoir l'argent autant qu'on veut. Alors, c'est là le branle-bas. Si tout le monde pouvait avoir des bonnes idées, des idées qui sont productives, tout le monde aurait des idées. Et les idées allaient créer de l'argent. Donc cherchons des idées, laissons d'abord l'argent. Parce que si tu te lèves le matin, tu dis je vais chercher de l'argent pour ma famille. Ça veut dire que tu vas marcher en route en regardant même le sol pour trouver l'argent. Et tu ne vas pas voir même 5 francs à terre. Maintenant, tu vas dire que tu étais chercher l'argent, alors comment? Mais si tu pars faire une activité censée produire de l'argent, là, tu es allé faire quelque chose qui peut te donner de l'argent. Donc, quand on vit, on doit d'abord mettre l'argent de côté. On construit des bases qui permettent à ce que, à partir de là, l'argent vienne. À un moment donné de la vie, on est à l'abri des besoins d'argent. C'est vrai que la soif d'argent pour les avides est illimitée. Bon, mais on n'aura pas autant besoin d'argent comme au début de sa vie. Voilà. Nous avons ce message de Romulus Zongo du Burkina Faso. Alors, comment devenir un spirituel en tant que jeune? En prenant conscience qu'il existe ça, qu'il existe, la spiritualité existe dans le vrai sens du terme. Parce que si vous prenez conscience qu'il y a l'eau, c'est là que vous allez un jour trouver de l'eau pour en boire. Si vous savez qu'il existe de l'huile,
c'est là que vous allez aller, vous irez à la recherche de l'huile. Mais quand on ne sait pas qu'il y a un schéma de vie qui peut nous amener d'être assez différent de ce qu'on était avant, ou de ce qu'on est là maintenant, ou différent des autres gens, non par arrogance ou bien non pour se faire voir, non l'être par des méthodes à sensation et tout, non. Mais parce que, en toute humilité, on a besoin de s'élever. On a besoin de tuer son ego. On a besoin de se rendre utile à soi. Parce que, en fait, lorsqu'on aide autrui, on aide soi-même. Mais lorsque on est égoïste, on ne veut pas apporter de l'aide aux autres, hein, parce que on veut d'abord que cela soit, c'est-à-dire, comme disaient certaines personnes, que ce qui suffit à ta bouche, ce n'est pas de l'égoïsme à manger sans donner à quelqu'un. Ça suffit seulement à ta bouche. Bon, alors que, bon, peut-être que tu dis ça suffit à ta bouche, mais même un morceau un macabo, on peut le diviser. Ce qui suffit à ta bouche est déjà dans ta bouche. On ne voit plus rien. Là, ça se comprend. Parce que tu ne vas pas cracher pour dire à quelqu'un, prends aussi. Tu manges un peu. Bon, mais quelqu'un te trouve, tu as 2, 3 beignets. Alors, tu lui donnes un beignet. Tu n'as pas mal fait. Cela ne l'oblige pas, parce que quand il mange, lui aussi il donne à quelqu'un ou bien qu'il te donne aussi. Mais au moins, toi, tu lui as donné. Toi, tu as posé un acte qui est le genre craché en l'air et ça retombe sur toi. Donc, tu as posé un acte positif qui va t'apporter un plus dans ta vie. Donc, il faut toujours penser aux autres avant de penser à soi. Bon, maintenant, l'ego voudrait que tu penses d'abord à toi avant de penser aux autres. Alors là, il ne faut pas donc perdre le nord, vouloir croire que les autres avant soi. Non. Bon. Sinon, il y a les nuances. D'accord. Dans tout cela. D'accord. Juste rappeler à nos téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas du petit écran est uniquement réservé aux SMS pour le moment. Les appels se font hors antenne. N'appelez pas pendant l'émission, s'il vous plaît. Vous pouvez appeler après l'émission. Merci. Alors, on va prendre ce message. Pourquoi certains enterrements s'avèrent difficiles? J'aimerais savoir si le mort réclame justice. Oui. Il y a des enterrements où la personne décédée a été tuée par quelqu'un qui vient se moquer de son corps. Alors, le cadavre voit la personne, s'élève. Il y a eu des cas comme ça, où une personne, avant de mourir, décide, dit à la personne, dit aux gens que telle personne, comme je suis couché là, je sais que je vais mourir. Et la personne qui me tue, c'est elle. Vous, tous, vous le savez, je n'invente pas une histoire, ce n'est pas le maraboutisme. Il a dit en public, et il a dit qu'est-ce qu'il allait faire, et puis je suis dans la maladie. Il ne faut pas que quand je décède, il vienne à mon deuil pour se moquer de mon corps. Sinon, il va voir. Alors, ça s'est passé comme ça dans un village où la personne était venue et le corps est sorti et quitté pour la poursuivre et ils sont entrés en brousse. Ni la personne qu'on poursuivait, ni le cadavre, on ne voyait plus personne. Bon, c'était devenu quelque chose comme une disparition, tous les deux. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on a beau utiliser des corps de personnes dans la science, en médecine et tout, on doit faire attention avec les cadavres. Voilà. Professeur Herman Yeglipote, nous avons ce téléspectateur qui voudrait savoir comment faire pour avoir une bonne femme.
Pour avoir une bonne femme, il faut être bon soi-même, d'abord. C'est quoi être bon soi-même, professeur Emmanuel? Mais vous voulez être bon, vous voulez avoir une bonne femme, est-ce que vous-même vous êtes bon? Parce que bonne femme ou mauvais homme ou bon homme, je ne sais pas à ce que ça rime. Nous, on parle plutôt souvent, très souvent, l'affinité. Si vous êtes en bonne affinité avec une personne, si vous êtes voleur, la personne ne va pas trouver en vous quelqu'un de nuisible. Parce qu'elle peut aussi se mettre à voler. Oui. Là, vous faites un bon couplet de voleurs. Si tu es saoulard, vous saoulez ensemble. C'est-à-dire, vous partagez votre quotidien comme si on vous avait créé le même jour. S'il faut parler de créationnisme, avec des mêmes attributs et avec je ne sais pas quoi. Bon, l'affinité, l'étude d'affinité permet donc de baliser la relation de façon à ce que les rapports que vous avez soient des rapports conviviaux, des rapports qui vous permettent de ne pas avoir de frottement où tout le monde est appelé à se mixer dans votre couple. Quand vous avez vos problèmes, ça vous concerne à deux. Personne ne cherche à détruire l'autre pour que ça quitte la chambre pour aller ailleurs. Voilà. On a ce message de Hervé Ndjambé depuis Yaoundé. Professeur, est-ce que le bain de sel est capable de détruire l'esprit de rejet et du non-accomplissement? Oui, mais j'ai dit il faut savoir quel sel. Et puis il faut que le sel là soit consacré. Voilà. Aussi, Oui, aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yaglipot, Alicia voudrait savoir si vous serez à Yaoundé cette semaine. Je serai à Yaoundé samedi. Bon, si les gens... je suis à Yaoundé une fois par mois en fait. Tous ceux qui veulent me rencontrer à Yaoundé et qui ne peuvent pas venir, tous ceux qui veulent me rencontrer et qui ne peuvent pas venir et qui peuvent que m'attendre à Yaoundé, je suis à Yaoundé tous les débuts du mois. Voilà. Tous les débuts du mois, Ouais. d'accord. Patriarche, merci pour l'édification. Je m'appelle Amao. Comment faire pour vous rencontrer pour une voyance? Alors, la personne va appeler hors antenne à ce numéro. Bon, comme ça, on va fixer un rendez-vous, quoi. Voilà. Comment je peux faire pour avoir un lavage et une séance de voyance? C'est André depuis EDEA. EDEA, il faut venir à Douala. Vous prenez un rendez-vous, vous venez à Douala, on étudie d'abord, puisqu'il y a la voyance, on étudie quel genre de lavage il faut. Et puis, si c'est à notre portée, si c'est à ma portée, alors je vais devoir voir ce que je dois faire. Si ce n'est pas à ma portée, je vous dirai que le problème, ce n'est pas à ma portée. Ça dépend parce que on n'est pas censé tout faire, voilà, ou tout connaître. Voilà. D'accord. Donc, ce téléspectateur peut commencer par appeler peut-être hors antenne. Oui. Veuillez s'il vous plaît envoyer les messages pour le moment. Les appels se font hors antenne. Salut à vous. Que signifie le chiffre 7 dans l'astrologie? C'est Lionel de Yaoundé. Le chiffre 7, c'est les 7 jours de la semaine. Hein. L'astrologie a un rapport avec le calendrier. Donc, les 7 jours de la semaine. Les chiffres 12 et les 12 jours du mois, les 12 apôtres, c'est des symboles. C'est des symboles, c'est la symbolique même de la métaphysique. Bon, mais là, c'est des choses qu'il faut expliquer ça dans un cadre précis. D'accord. Si c'est que c'est une émission où nous parlons astrologie, là, on entre en détail. Voilà. Ok.
Nous avons ce message de Wabo Davi. Je voulais savoir que signifie manger de l'arachide dans les rêves. Bon, manger de l'arachide dans les rêves, je ne peux pas expliquer ça sans contextualiser ça, c'est-à-dire sans dire comment la personne a pris. Parce que si vous avez mangé l'arachide de soirée, en mangez encore dans les rêves. Mais si vous mangez des arachides dans les rêves, ça veut dire que vous aurez du moins les grains. L'arachide, c'est aussi des grains. C'est que vous aurez des résultats. Si vous êtes agriculteur, la moisson sera bien. Si vous êtes en train de travailler sur certains dossiers et qui sont multiples, c'est-à-dire qui ont des possibilités d'avoir des rentrées multiples, c'est que la moisson sera bien. Voilà. Ok. Patriarche, ça fait 4 ans que je travaille, toujours pas d'épargne, pas de femme, pas d'enfant. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pas de femme, pas d'enfant. Bon, il faudra bien qu'on fasse l'étude de vie Pas métaphysique. d'épargne non plus. L'étude de vie métaphysique de la personne pour savoir à quelle période de la vie le mariage lui est prévu. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se marier avant 50 ans. Et ces personnes-là sont étonnées qu'elles ne font que vieillir, non pas d'enfants. Et dans la chasteté, ils ne peuvent non plus avoir d'enfants. Pardon, non pas de femmes, jusqu'à 50 ans, non pas de femmes. Et dans la chasteté, ils n'auront non pas d'enfants. Par contre, si ces personnes savent déjà qu'elles ne pourront pas se marier avant un certain âge, elles peuvent quand même faire des enfants en attendant, parce que l'enfant ne vient pas seulement parce qu'on est marié. Et il vient même sans qu'on soit marié. Voilà. Okay. On va prendre ce message de Ledou depuis Yaoundé. En effet, je fais dans le service de protocole pour tout type d'événements, mais plus dans les événements funèbres. Parfois, il nous arrive de porter les cercueils des personnes qu'on ne connaît pas, et alors j'aimerais savoir, s'il vous plaît, quels sont les risques qu'on encourt. Bon, alors, si vous faites un métier, est-ce qu'un policier a les risques de faire le métier de la police ou bien un militaire? Il n'y a pas de risque, c'est vrai, il n'y a pas de métier sans risque en tant que tel, mais si vous êtes dans un domaine qui vous intéresse et que ça fait partie de votre vocation et que vous êtes sincère par rapport à votre travail, il n'y a pas de risque. Mais si on vous demande d'aller déterrer les corps sans que cela ne soit normal et sans que vous n'ayez de protection, parce qu'il y a certains produits, lorsqu'on déterre le corps, on doit utiliser ces produits-là. Alors, donc, à partir de là, il y a des risques. Voilà. Est-il possible de s'élever spirituellement étant polygame, professeur? C'est un message qu'on nous envoie. La polygamie ou la monogamie n'a rien à voir avec la spiritualité, pour dire vrai. Parce que la polygamie est naturelle, la monogamie est artificielle. Puisque la monogamie est une institution qui cache un grand mensonge. 80% des personnes monogames sont polygames. Ou alors 70-60%, pour ne pas exagérer. Sont polygames, c'est-à-dire la polygamie, c'est quoi? C'est que tu es marié et tu as encore une relation dehors. Tu es déjà polygame. Alors, pour trouver donc quelqu'un qui vit sans avoir une relation dehors, de près ou de loin, parce qu'il y a deux sortes de relations. Extra-mariage, il y a une relation où tu assures l'intimité avec l'autre, et il y a une autre relation où
tu convoites l'autre. Puisque c'est l'état d'esprit, c'est derrière l'état d'esprit que se cache une relation ou un mariage. Alors, naturellement, tout le monde est polygame. Naturellement. Mais artificiellement, on peut forger à ce que on se réserve, on soit chaste. On fait des efforts à ne pas rester dans le naturel de la chose. Voilà. Ok, on va prendre ce message de Tsang Sanama, dit virus depuis Geboba. J'ai besoin d'un bon lavage. Vraiment, je fais que des mauvais rêves. Parfois, je rêve que je suis en train de coucher avec une grand-mère. S'il vous plaît, je veux de l'aide. On va faire la voyance pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est cette grand-mère que vous couchez avec qui est cause, comme quoi elle vous envoûte et qu'elle ne profite que de votre intimité, du moins elle profite de votre intimité dans ce cadre subtil, ou alors c'est juste un rêve comme ça qui n'a pas un fondement négatif en tant que tel. Donc il faut tout le temps savoir où ce qu'on glisse pour savoir où ce qu'on est, pourquoi on est tombé. Voilà. Quelle est la puissance du chiffre 9? Professeur. Bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais le c'est... chiffre 9, Oui. il faut le contextualiser. Et chez les Bantous en général, on dit que 9 c'est la limite de toute forme de magie. C'est-à-dire lorsque on fait des pratiques et qu'on veut compter, pour dire qu'on va compter jusqu'à s'arrêter, on va s'arrêter sur 9. Hein? Bon, par exemple, on vous soulève, on met un dispositif ici qui est peut-être des fétiches, quoi. Parlons terre à terre. Bon, on vous soulève une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 9 fois, on arrête. Donc le chiffre 9 est un chiffre butoir dans le domaine des pratiques occultes et surtout de la magie. Voilà. D'accord. On a Lodou qui dit faire constamment des couches de nuit et des paralysies du sommeil. On va chercher à savoir qu'est-ce que c'est hors antenne. Et la personne peut appeler. Okay. Patriarche, tout le temps vous allez à Yaoundé. Nous sommes du côté du nord et on aimerait bien vous avoir ici. C'est Djoba qui nous envoie ce message. J'ai la facilité d'aller à Yaoundé, je n'ai pas la facilité d'aller au nord. Et je n'ai pas de subvention pour pouvoir faire le tour du Cameroun. Et je ne peux pas refuser les prises en charge par moment lorsque c'est nécessaire que je me déplace, puisque je sors parfois du Cameroun, je suis pris en charge. Bon, je suis parfois allé au nord. D'accord. Sur prise en charge, donc tout dépend. Voilà. Okay. Professeur Herman Neglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, notre mot de fin, c'est qu'on a fait une série d'émissions à la demande des téléspectateurs et même les thèmes ont été consignés par eux, voulant qu'on travaille sur ces thèmes. Nous restons à leur disposition parce que les rapports prouvent que nous ne sommes pas seuls. Voilà. Merci, professeur Herman Neglipot. Merci à la technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur YouTube. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.